Bonsoir. Et donc, nous allons commencer. Il s'agit de présenter justement ces dialogues. Il s'agit de deux dialogues, en réalité. L'un, c'est la suite de l'autre. Je reprends cette forme d'écriture qui était celle de Platon et d'Aristote aussi, bien entendu, et que puis par la suite, donc, il y a d'autres personnes qui vont l'utiliser à l'époque du XVIIIe enfance, etc. Et donc, ce qui était curieux, c'est qu'on a, pour ainsi dire, oublié cette forme d'écriture depuis longtemps, indépendamment du fait que c'est une forme d'écriture particulièrement simple et très belle, et qu'on peut introduire des idées, on peut développer des idées avec une facilité absolument énorme avec les dialogues. Et en réalité, si on regarde du point de vue formel, il s'agit donc de deux dialogues. Le premier, il y a 5 personnages qui parlent. Et par la suite, il n'y en a que 2. C'est-à-dire, et normalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il me semblait que garder 5 personnages aurait été très difficile pour suivre. Et qu'il fallait tout simplement passer à 2 personnages, qui est la forme la plus simple du dialogue. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette deuxième partie. Parce que le but, c'est précisément d'éclaircir les idées, de rendre les choses les plus claires possibles. Et d'ailleurs, dans ces dialogues, il n'y a pas, pour ainsi dire, d'opposition. Il s'agit d'une sorte de construction dans laquelle chacun cherche à contribuer à éclaircir les phénomènes ou les problèmes qu'il traite. Et quels sont les problèmes qu'on traite dans ces dialogues? On traite tout, bien entendu, donc les grands problèmes du monde et les grands problèmes de l'histoire, mais vu à travers l'idée de la justice, qui est donc la grande idée d'Aristote. Parce que pour Aristote, il s'agissait de comprendre la réalité à partir justement de l'idée de la justice. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Ulpian, un juriste qui est mort en 223 de l'ère chrétienne et qui était considéré comme un aristotélicien, il va sortir cette célèbre phrase « Jus a justitia appellatur ». Le droit fait appel à l'idée de la justice. Et c'est tout à fait évident. Et d'ailleurs, plus tard, par exemple, Hegel disait que les jours où la justice peut déterminer les droits, les jours où la justice se trouve en condition de conditionner les droits, ces jours-là, le monde va changer. Et c'est effectivement ce que nous avons connu après la Révolution française. Il y a une montée du droit donc regardé à travers l'idée de la justice, de plus en plus. Et donc, le problème, c'est essayer de discuter. Il y a quantité de problèmes qui se présentent, bien entendu, dans ces discussions. Par exemple, il y a le problème d'Aristote. Aristote, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui c'est considéré comme le plus grand penseur de l'histoire. Par exemple, Preve disait dernièrement donc qu'Aristote et Hegel, c'était donc les plus grands penseurs de l'histoire. Pour moi, c'est Aristote. Hegel, c'est à côté, c'est rien du tout. Non, c'est vrai. Hegel pose des problèmes énormes. Hegel a intoxiqué le monde à un moment donné, et donc on a cru qu'il disait des choses absolument sérieuses, etc., et fondées, et donc en réalité, il n'y a aucun fondement chez Hegel. Ça, je vais l'expliquer, et je l'explique là, je l'explique justement dans ce texte. Et alors, tandis, c'est la raison pour laquelle Marx va va créer des problèmes énormes, parce que Marx va à un moment donné interpréter la réalité d'une façon correcte, mais va utiliser les instruments hegeliens pour comprendre la réalité. Et c'est à partir de ce moment-là où il va provoquer des désastres. C'est ça le grand problème, pour le dire d'une manière simple. Donc, reste Aristote, mais Aristote est très problématique à lire. Parce que ce qui s'est passé avec Aristote, et c'est pour ça que sa vie, donc l'histoire de sa biographie, doit intervenir d'une certaine manière. Parce qu'il se passe qu'Aristote, donc à un moment donné, tout d'abord, il était élève de Platon, ça vous le savez. Pendant cette période qui dure 20 ans,
il va écrire 19 dialogues et que les romans vont connaître et que s'ils seront dit, par exemple, que les dialogues d'Aristote étaient plus beaux que les dialogues de Platon, ce qui est énorme parce que les dialogues de Platon sont d'une beauté extraordinaire. Mais en tout cas, nous n'avons pas hérité ces dialogues. Nous n'avons pas hérité. Et comment les choses se sont passées, c'est la destinée des choses. Et par contre, après, donc, il va commencer à enseigner au lycée. Après la mort de Platon, donc, il se retire d'Athènes et il va revenir en moins 335 à Athènes. Et à partir de ce moment-là, il va créer les lycées et il va commencer donc à enseigner. Il va enseigner pendant 12 ans au lycée. Et c'est pendant cette période, justement, où il écrit son œuvre fondamentale, celle que nous avons héritée, parce que nous n'avons pas hérité donc les dialogues. Il y a certains textes de sa jeunesse, comme la Grande Morale, par exemple, que nous connaissons, que nous continuons à lire, etc. Mais par contre, son œuvre fondamentale, il a publié pas à l'époque où il enseigne au lycée. Et après, à un moment donné, donc ça va se produire la chose suivante. Et exactement en moins 323, c'est la mort d'Alexandre. Et comme lui était macédonien et que la Macédoine avait soumis la Grèce, avait imposé l'unité à la Grèce, et donc le fait que les villes, les cités, les polices n'étaient plus indépendantes, il est tout à fait évident que ça va sécréter tout un tas de réactions. Et dans le cas d'Athènes, c'est surtout Démosthène, le grand orateur, qui va s'opposer précisément à cette intégration d'Athènes dans l'ensemble grec. Et au moment où Alexandre meurt, qui meurt donc un an avant la mort d'Aristote, parce qu'Aristote va mourir très vite, donc on ne sait pas exactement, on n'a pas hérité toute l'information nécessaire, etc. On arrive à peine à comprendre quelque chose. C'est qu'il est mort à l'âge de 62 ans. Donc quelqu'un de très jeune, qui avait commencé à écrire son œuvre fondamentale, qu'il a écrit donc pendant les 12 ans qu'il a enseigné au lycée. Et puis, donc, il n'a pas publié cette œuvre. Et c'est tout de suite après, il doit quitter Athènes parce que sous la pression des ennemis de sa nation d'origine, etc., donc il est obligé de quitter Athènes. Ce n'est pas pour des raisons religieuses, c'est tout simplement, comme on l'a expliqué dans la tradition, c'est tout simplement pour ces problèmes politiques, parce que les ennemis d'Alexandre se sont mis contre lui. Parce que pendant toute une période, il est tout à fait évident qu'on le respectait. Pourquoi? Parce qu'il était l'ami d'Alexandre. Il était l'ancien professeur d'Alexandre, etc., son tuteur. Et puis, donc, avec la mort d'Alexandre, on va s'attaquer à lui et il est obligé de quitter Athènes. Et puis, donc, il meurt quelques mois après. On ne sait pas de quoi il meurt, mais il est tout à fait évident que sa mort n'est pas restée claire, n'a pas été éclaircie à l'époque. On ne lui a pas donné d'importance, probablement. On avait peur de la réaction des Athéniens, donc disons des nationalistes, on peut utiliser ce terme. Et donc c'est la raison pour laquelle les choses sont passées inaperçues. Le fait qu'il a laissé son œuvre, l'œuvre qu'il a rédigée, et qui n'a pas été terminée, parce que nous le savons très bien, ça on le savait, qu'il n'avait pas terminé cette œuvre, il était en train de l'achever, cette œuvre, et puis donc tout d'un coup il meurt et il laisse cette œuvre à son ami, et Théophraste, et puis et donc cet ami en question n'a pas fait aucun effort pour publier son œuvre, etc., donc l'œuvre qu'il venait de laisser. Et puis, il le laisse à un élève qui avait été un élève d'Aristote et de Théophraste en même temps, et qui s'appelle Nélée. Et ce Nélée meurt dans un accident, et puis sa famille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'œuvre d'Aristote et la met dans une cave. Et c'est resté pendant presque 260 ans enfermé dans une cave. L'œuvre d'Aristote, c'est-à-dire les écrits, les manuscrits, peut-on dire, d'Aristote.
Et bien entendu, il est tout à fait évident qu'avec l'humidité, le temps, tous les petits bestiaux, etc., cette œuvre était, donc il y avait des pages qui étaient totalement mangées par les animaux, par l'humidité. De telle sorte que c'est lui qui va trouver justement l'œuvre d'Aristote sous la pression des Romains, parce que les Romains savaient, ils venaient d'occuper donc Athènes, et savaient très bien que l'œuvre d'Aristote était quelque part, etc. Donc sous la pression des Romains, Andronikos de Rhodes, le 10e chef du lycée, recteur du lycée, et va donc découvrir cette œuvre, va donc la prendre et va commencer à la publier. Simplement qu'il n'a pas respecté les trous qui s'étaient produits à cause des accidents de l'humidité et tout ça. Et il va réécrire. C'est-à-dire que l'œuvre d'Aristote que nous avons héritée a été entièrement réécrite, sauf quelques textes qui probablement n'étaient pas abîmés par l'humidité, comme par exemple les traités du ciel. Les traités du ciel ne posent pas de problème. La cosmologie aristotélicienne se présente d'une façon très simple et très transparente. Il n'y a pas de contradiction. Ça coïncide avec sa métaphysique, donc avec sa vision de la métaphysique, tandis que par contre la politique, qui est le texte qui nous intéresse le plus actuellement, est un texte qui a été réécrit. Qui a été, donc on a rempli, Andronikos de Rhodes a rempli les trous. Et bien entendu, il a mis des idées qui ne correspondent pas à Aristote. Comme par exemple, dans les premiers livres de la politique, il y a les œuvres interdites du crédit. Pour lui, donc, il est dit que le crédit, c'est la chose la pire qui peut se produire dans le monde, etc. Et que donc c'est aller contre la nature de pratiquer le crédit. Et or, Aristote nous a appris une chose, c'est que la monnaie en grec s'appelle nomisma, qui vient de nomos droit. C'est un produit du droit. Or, le propre du droit, c'est de s'auto-reproduire. Et le droit ne fait autre chose que s'auto-reproduire. De là, par exemple, les commentaires du droit, etc., le droit, c'est la reproduction de lui-même. Et de telle manière que si le droit peut se reproduire, la monnaie doit pouvoir se reproduire, mais simplement qu'encadrée par le droit. C'est ce que nous appelons mettre, par exemple, un taux bas et un taux maximal, qui est le taux d'usure, parce que le grand problème, c'est l'usure. Et il ne faut pas oublier qu'Aristote, par exemple, dans l'Éthique à Nicomaque, qui est le texte parallèle à la politique, et il dit que, par exemple, il critique l'usure d'une manière particulièrement violente. Ça veut dire qu'il avait compris la différence qu'il y a entre crédit et usure. Car il ne faut pas oublier, par exemple, que dans le Coran, cette différence n'existe pas. Donc, ça veut dire que Mahomet n'a pas compris qu'il y avait une différence fondamentale entre le crédit et l'usure. Et tandis qu'Aristote, puisqu'il a fait la différence des deux concepts, ça se voit qu'il a compris. Simplement, donc, que le texte que nous avons hérité, c'est un texte dans lequel le crédit est condamné. Et à partir de ce moment-là, bien entendu, on va se trouver avec des économies qui ne vont pas connaître la croissance. Pourquoi ? Parce que va se développer le phénomène de la thésaurisation, du fait de garder l'or, de le garder chez soi. Tandis qu'à partir d'un moment donné, avec la révolution anglaise, va se produire le phénomène de l'apparition de l'épargne, crédit, investissement. Et c'est ça qui va donner la croissance économique que nous avons connue à partir de 1700, avec la révolution industrielle. Vous voyez ? C'est-à-dire tout est d'une clarté absolument impressionnante. C'est-à-dire que, et c'est lui qui va voir donc la première manifestation de la vitesse de circulation de la monnaie, donc du crédit, c'est simplement John Locke, et ses célèbres écrits économiques, il développe la théorie quantitative,
dans laquelle donc il dit il ne faut pas tenir compte uniquement de la quantité de monnaie, il faut aussi considérer la vitesse de circulation. Et la vitesse de circulation est en rapport avec le crédit en relation inverse. Donc, plus le crédit est bas, plus la vitesse de circulation est importante. Et plus le crédit est élevé, moins la vitesse de circulation est importante. Donc, on a affaire à la célèbre théorie quantitative de Locke, qui est le grand saut en avant par rapport à Aristote. Et du point de vue économique, c'est Locke que, curieusement, pendant des siècles, on n'a pas parlé de Locke, indépendamment du fait que du point de vue politique, on a tous considéré Locke comme un théoricien de première importance. Or, en réalité, ce qu'il y a d'important chez Locke, ce sont ses écrits économiques, ces some consideration concerning the value of money. C'est ça le texte fondamental. Et qu'il écrit donc en 1692, 93 et 14, donc il écrit 3 textes sur la théorie économique où il développe la théorie quantitative. Et donc, normalement, à mon avis, puisque Aristote faisait la différence entre le crédit et l'usure, il aurait pu, de toute façon, arriver à la théorie quantitative, à se rendre compte que le crédit donne une vitesse de circulation. Tandis qu'à partir du moment où il n'y a pas de crédit, là où le crédit est interdit comme au Moyen-Âge, à partir de ce moment-là, il n'y a que la thésaurisation qui existe. Et la thésaurisation donc empêche la circulation de la monnaie, fait disparaître la monnaie et produit un phénomène de rareté monétaire terrible que tout le Moyen-Âge a connu. Voyez? Et qu'en plus, ce qui est très curieux, parce que n'oublions pas une chose qui est très importante, c'est qu'à partir plus ou moins de moins 50, l'œuvre d'Aristote, l'œuvre fondamentale d'Aristote commence à apparaître, et à partir de ce moment-là, on commence à les lire, l'Église, le christianisme va se développer petit à petit, etc. Et l'Église va utiliser l'interdit d'Aristote comme étant l'interdit en tant que tel, l'interdit du crédit. Vous voyez? L'Église va interdire le crédit et va les prendre à partir d'Aristote. Parce qu'elle ne pouvait pas les prendre à partir du Nouveau Testament, car dans le Nouveau Testament, il n'y a rien sur le crédit. Il n'est pas question de parler du crédit. Tandis que dans l'Ancien Testament, il parle du crédit et il interdit le crédit entre les membres de la communauté, tandis que tu peux prêter avec crédit aux autres, n'est-ce pas, aux étrangers, et même en utilisant l'usure. Ça ne pose aucun problème. Par contre, entre les membres de la communauté, le crédit est interdit. C'est ça l'idée de base, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament. Donc, l'Église ne pouvait pas prendre l'idée de l'Ancien Testament et ne pouvait prendre que l'idée d'Aristote. Et donc, Aristote va être institutionnalisé de ce point de vue-là. Et c'est une des raisons pour laquelle il va être condamné par la suite. Non seulement il y a la cosmologie qui va apparaître, etc. Et donc, il y a une condamnation d'Aristote qui va se produire pendant les 16e, 17e, 18e, etc. Ce sont des cycles qui vont condamner Aristote d'une manière incroyable. Alors, si nous regardons bien, donc le problème c'est qu'Aristote, d'un côté, il n'a pas terminé son œuvre, il a laissé une œuvre inachevée, et de l'autre côté, elle a été déformée, cette œuvre. Et voilà donc ce que nous avons hérité d'Aristote. Et il s'agit d'approfondir l'œuvre d'Aristote, et à partir d'un moment donné, on se rend compte qu'il y a 2 discours. Il y a un discours qui est très politique. Par exemple, dans le livre premier de la politique, c'est un autre passage. Il y a l'idée du droit naturel de l'esclavage. Ce sont 2 passages du premier livre de la politique. Et il se passe qu'en réalité, le premier à travailler la politique d'Aristote, c'est Juan Ginés de Sepúlveda. C'est lui qui va discuter avec Las Casas lors de la rencontre de Valladolid. Vous voyez? Et Sepúlveda va traduire la politique du grec en latin. Donc il a traduit, donc il devait connaître les textes.
Et il va développer la thèse selon laquelle Aristote, à partir de ces passages qui se trouvent dans les livres premiers sur l'esclavage naturel, les droits naturels de l'esclavage, il va développer l'idée selon laquelle Aristote est le philosophe du droit naturel de l'esclavage. D'autant plus qu'il considérait, qu'il défendait l'idée selon laquelle les Indiens étaient esclaves par nature. Voyez? Et donc, pour beaucoup d'historiens, c'est la faute d'Aristote. Et en réalité, Aristote n'a rien à voir là-dedans, ni du point de vue historique, ni rien. Simplement, donc, et ce qui était curieux, c'est que la thèse de Sepúlveda va se maintenir jusqu'à nos jours. On continue à dire qu'Aristote est le théoricien de l'esclavage naturel, ce qui est totalement inadmissible. D'autant plus que la théorie politique d'Aristote est pour moi, et j'essayais de le montrer dans les textes pensés avec Aristote, qui a été publié donc l'année dernière, et essayer de montrer que la politique d'Aristote est l'alpha et l'oméga de la théorie politique. Qu'il ne s'agit pas, comme ça s'appelle, de chercher quelqu'un d'autre. C'est le point de départ. Simplement qu'il faut se trouver entre tous ces textes qui ont été ajoutés et ce qui appartient à Aristote à l'état pur. Parce que ce qu'Aristote a essayé de montrer dans sa politique, c'est que l'homme est par nature un animal politique. Et il le répète dans l'éthique à Nicomaque. C'est son idée de base, c'est par nature. Et il est dit dans l'éthique de Nicomaque, l'homme est un être destiné à vivre en société, donc à vivre dans une société politique. C'est aussi simple que ça. Et destiné. Et alors, le problème que nous avons avec l'œuvre d'Aristote, c'est justement cela. Le fait qu'il n'a pas achevé d'un côté son œuvre, et de l'autre côté, et donc qu'elle a été réécrite, cette œuvre, et que ça l'a déformée terriblement. Et surtout un texte comme la politique qui n'était pas achevé. Alors, en plus, il manque quelque chose. Parce que, par exemple, Aristote va écrire la célèbre métaphysique, que d'ailleurs, ce n'est pas lui qui lui a donné le titre, c'est Andronikos de Rhodes. Le titre est très beau, métaphysique, c'est tout à fait évident. Mais qu'il appelait philosophie première. C'est la philosophie première. Mais en réalité, lorsqu'on parle de l'absolu, on doit tenir compte qu'il y a deux absolus. Il y a l'absolu du cosmos, il y a l'absolu donc métaphysique, pour parler avec le langage d'Aristote, ou l'absolu éthique. Parce que lorsque nous disons par exemple Dieu, nous parlons d'un absolu. C'est simplement que cet absolu doit être l'absolu éthique. Et c'est précisément cette partie qui manque, qu'Aristote n'a pas écrit, et qu'il aurait dû écrire. Il a parlé donc de l'absolu cosmologique, mais il n'a pas parlé de l'absolu éthique, indépendamment du fait qu'il en parle dans l'éthique à Nicomaque, qu'il en parle dans la politique, etc., et dans d'autres textes. Et il en parle. Donc il dit que l'absolu éthique est composé de valeurs d'ordre universel, de valeurs et de principes d'ordre universel. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas être un être méchant. Il ne peut pas y avoir dans l'idée de Dieu la négation des valeurs universelles, la négation de l'universalité des valeurs, de l'idée de la justice, l'idée du bien et de l'idée de la vérité. Donc, il ne peut pas y avoir. Et bien entendu, il y a des principes qui doivent rentrer là-dedans, etc. Donc, l'absolu éthique n'a pas la prétention d'avoir créé le cosmos. Le cosmos, c'est quelque chose d'autre. L'éthique est un phénomène purement humain. Et donc, il est évident que cette unité, cette dimension éthique doit être constituée, n'a pas comme prétention d'avoir créé le cosmos, etc. Ça, c'est tout à fait évident, hein? Et contrairement à ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Et que d'ailleurs, c'est un Dieu qui ne sait pas quand il a créé le cosmos. Parce que non seulement il a créé il y a 761 ans actuellement. Et donc, c'est quelque chose
qui ne va pas. Et en plus, il commence parce qu'à l'époque, il ne connaissait pas les chiffres zéro, donc il commence par l'an 1, donc la première année. Et donc, ça veut dire que le cosmos, la création du cosmos pose problème même au niveau de la datation elle-même. Bien entendu, ce qui se passe, c'est que les Hébreux avaient pris cette histoire des Chaldéens, l'histoire de la création du cosmos des Chaldéens, et les Chaldéens, donc, ils avaient inventé leur histoire, etc., etc. Tandis que la création du cosmos, il n'y a pas de création du cosmos. En principe, le temps et l'espace, ce sont des absolus. Il ne peut pas y avoir un principe du temps. Par exemple, actuellement, avec vous savez très bien, avec la théorie du Big Bang, on dit qu'il y a un temps zéro. Mais avant un temps zéro, il y a du temps. Ça, c'est tout à fait évident. Le temps ne peut pas disparaître. C'est la raison pour laquelle Platon disait « le temps est le mouvement de l'éternité ». Donc, il ne peut pas y avoir de principe à ce niveau-là. Et au niveau du temps, il ne peut pas y avoir création du cosmos, etc. Le cosmos est une totalité qui existe et qui se manifeste dans le temps. C'est ça qui est dans l'espace. C'est tout à fait évident. Alors, et pour ce qui est cette idée de l'absolu, Aristote n'a pas écrit, ou n'a pas eu le temps de développer cette autre partie, parce qu'il va parler de l'absolu cosmologique, appelons comme ça, la métaphysique, mais il ne parle pas de l'absolu éthique. L'absolu éthique est une partie qui normalement devait venir. Il ne parle pas directement, parce que curieusement, dans ce texte, il ne parle pas de sa vie. Il théorise ça. Donc, on ne sait pas s'il était en train d'écrire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui manque. C'est-à-dire de considérer l'absolu éthique comme étant la manifestation des valeurs et des principes d'ordre universel. Donc, la méchanceté ne peut pas rentrer là-dedans. L'idée du mal, etc., l'idée, par exemple, de la négation des valeurs d'ordre universel, de la négation de l'idée de la justice ou de l'idée du bien, ne peut pas se manifester à partir de ces principes, de cet absolu éthique. L'absolu éthique, c'est les valeurs d'ordre universel, les valeurs et les principes d'ordre universel. Parce que nous nous trouvons précisément, et là, des dialogues, c'est un des sujets de discussion, nous nous trouvons avec le problème de l'Ancien Testament. Or, l'Ancien Testament est un texte d'une violence terrible. C'est un texte qui a, disons, il y a deux concepts de base dans ce texte. L'un, c'est la donation et l'autre, c'est la promesse. Et la donation, si nous parlons par exemple de la donation, il y a en réalité deux donations, historiquement parlant, etc. Parce que la donation, c'est simplement le droit de conquête de l'espace vital. Donc, il y a légitimation de la conquête d'espace vital, qui est la négation des valeurs d'ordre universel en tant que telles. C'est la manifestation du mal. C'est une des causes pour laquelle on a condamné le nazisme. C'était justement avec la conquête de l'espace vital, du Lebensraum, etc., etc. C'est quelque chose que l'humanité ne pouvait pas accepter en tant que tel. Or, dans l'Ancien Testament, il y a tout d'abord, il y a en réalité deux donations, indépendamment du fait qu'il y en a plusieurs. Il y a même du point de vue de l'espace, il y a une troisième variante, mais de toute façon, ça n'a pas tellement d'importance. On a toujours parlé de la petite donation. La petite donation, c'est la terre des Cananéens. Et c'est ça qui va donner comme sujet d'action, justement, les textes de Josué. Et dans les textes de Josué, Josué va même plus loin de ce que l'Éternel lui dit, parce que les ordres de l'Éternel sont très précises, qui apparaissent précisément dans le Deutéronome 26, dans les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne à toi et à tes descendants, tu ne laisseras pas en vie un seul être qui respire. Or, dans la conquête de Josué, il laisse personne vivant, pour ainsi dire. Donc, il extermine tout le monde, y compris les bébés. Vous voyez? C'est-à-dire, donc, il y a cette idée de l'extermination et tout ça qui est légitimée par ces principes, par ces dieux, pour l'expliquer d'une façon plus simple.
Et après, il y a la deuxième donation, qui va être découverte très tard, que curieusement, bien entendu, les rabbins la connaissaient très bien, mais simplement qu'on ne lui a pas accordé la dimension qu'il fallait, qui est en réalité la première et la grande donation. C'est la première qui est la grande, parce que la petite, c'est la deuxième. La petite est celle précisément de la Genèse 17 et 8, tandis que la grande, c'est celle de la Genèse donc 15 18. 15 18. C'est-à-dire que la grande donation va être en réalité découverte en 1982 par Oded Yinon, donc un haut fonctionnaire israélien qui découvre tout d'un coup que la véritable donation, c'est la grande, ce n'est pas la petite. Et que d'ailleurs, la petite, on l'appelle de la terre promise. Je te promets que je te donnerai, etc. La terre des Cananéens, jusqu'à la fin des temps, etc. C'est une promesse. C'est pour ça qu'on l'appelle la terre promise. Tandis que la véritable donation, et c'est que tout le monde le savait, les spécialistes de la Bible devaient le savoir en tout cas, et normalement donc les religieux de cette religion devaient le savoir normalement. La grande donation est en réalité, il dit, je te donne à toi et à tes descendants cette terre qui va du fleuve de l'Égypte au fleuve de l'Euphrate. C'est quand même tout le Moyen-Orient, pour ainsi dire. Et donc, c'est ça qui est actuellement ce qu'on appelle l'Eretz Israël, le Grand Israël. Et c'est le but justement de l'histoire d'Israël, c'est de conquérir ce territoire. Or, le problème, c'est que ce territoire, il est peuplé de millions et de millions de gens, et qu'il va falloir exterminer des millions et des millions de gens, etc. Donc, parce que les ordres de l'Éternel sont très précis. Tu ne laisseras pas en vie un seul qui respire. C'est ça tout le problème. Donc, il y a cette idée du fait que la donation, qui est la vraie donation, qui est la grande, que c'est celle qui appelle des donations, qui n'est pas une promesse, parce que les termes de promesse, d'ailleurs, c'est le deuxième terme de l'Ancien Testament, le deuxième terme fondamental. Parce que vous vous imaginez, bien entendu, actuellement, vous prenez par exemple le cas des évangélistes américains qui disent que le Christ ne pourra pas revenir que le jour où Israël aura accompli la grande donation, aura réalisé la grande donation. Ça veut dire que ce jour-là, le Christ va revenir, c'est le deuxième retour du Christ sur la terre. Et donc, normalement, ce jour-là, donc, d'après la version des évangélistes, les Juifs devront se convertir au christianisme. Et ceux qui ne voudront pas se convertir devront être exterminés. Parce que ça te parle d'extermination à gogo d'un côté et de l'autre. Simplement que chacun les place selon sa perception, disons-le. Alors, donc, pour ce qui est la promesse, le problème de la promesse, c'est que la promesse apparaît depuis le début. Par exemple, la promesse, c'est la promesse de la domination universelle. Tout simplement. La promesse de la domination universelle. Elle est exprimée déjà, par exemple, dans la Genèse, lorsque Isaac va bénir son fils Jacob. Et il lui dit que les nations te soient soumises et que les peuples se prosternent devant toi. Donc, il y a déjà cette idée. Tout de suite après apparaît, dans les psaumes 2.8, il est dit précisément, « Demande-moi, et je te donnerai les nations en patrimoine et les extrémités de la terre en propriété. Demande-moi, donc je te donne tout. » Et ce qui veut dire concrètement, c'est que la promesse, parce que Dieu fait la promesse non seulement après avoir appuyé l'idée de la conquête d'espace vital dans la terre des Cananéens,
que les textes de Josué étaient faciles à lire. De toute façon, il s'agit de lire la première moitié, parce que la deuxième moitié, c'est la répartition des terres, et la répartition des terres n'a aucune importance. Tandis que c'est simplement pour montrer, indépendamment du fait qu'actuellement, les grands spécialistes de la Bible, comme Finkelstein et Silverman, qui sont les responsables de l'archéologie israélienne, disent que les choses ne se sont pas passées comme ça. C'est évident qu'elles ne se sont pas passées comme ça. C'est évident. Et parce que les Hébreux ne sont pas rentrés dans la terre des Cananéens, comme il est dit dans l'Ancien Testament. Disons, par exemple, dans le cas de Wittgenstein et Silverman, qui sont les responsables de l'archéologie israélienne, ils disent une chose: aussi bien l'Exodus, que les patriarches, l'Exodus et la conquête de la terre des Cananéens ne sont pas des vérités historiques. Ça, c'est tout à fait évident qu'elles ne sont pas des vérités historiques. Mais le problème, c'est que ça a servi de modèle pendant longtemps. Par exemple, dans le cas de la conquête des Amériques, ça a servi de modèle. Par exemple, vous lisez les textes de Las Casas sur la destruction des Andes occidentales, il décrit une tuerie absolument impressionnante. Vous voyez? Et c'est suivant les modèles, indépendamment du fait que le christianisme ne les connaissait pas. Et le catholicisme à l'époque ne les connaissait pas. Parce que le protestantisme va donner la possibilité de lire l'Ancien Testament par la suite, à partir de 1517, avec la Révolution protestante, avec Luther. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'indépendamment du fait que dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de la conquête de la terre des Cananéens, il raconte une histoire qui n'a rien à voir avec la conquête telle que Josué la réalise. Parce que dans les textes, l'acte des apôtres 13, 18, 20, il est dit précisément, il les a nourris pendant presque 40 ans, donc à son peuple, parce que son peuple a traversé le désert et c'est pendant 40 ans que Dieu les a nourris. Et l'Éternel les a nourris. Et puis, l'Éternel va détruire cette nation dans la terre des Cananéens et il va les donner en propriété jusqu'à la fin des temps à son peuple. Donc, en réalité, selon le Nouveau Testament, c'est Dieu qui extermine les Cananéens. Ce n'est pas le peuple hébreu qui extermine les Cananéens. Donc, ce qui était curieux, parce qu'il se passe la chose suivante, et ça, il faut le savoir. L'Église, dans sa sagesse démoniaque, a très bien compris une chose, avait très bien compris une chose. C'est qu'il fallait éviter que les gens lisent l'Ancien Testament. Ça, c'est tout à fait évident. Et tandis que le protestantisme va introduire cette introduction, cette possibilité, introduire cette possibilité. Mais ce qui est curieux, c'est que la lecture de l'Ancien Testament n'a provoqué ou donné naissance à une quelconque distance critique. Lorsque nous voyons ce qui se passe aux États-Unis avec les évangélistes, c'est quelque chose d'absolument terrible. Ils connaissent très bien l'Ancien Testament. Ils le connaissent par cœur, pour ainsi dire. Ils le lisent plus que le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, dans tous les commentaires des églises, etc., des sermons, ils commentent l'Ancien Testament, pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, rarement. Donc, les protestants, c'est pour eux, c'est l'Ancien Testament, le texte fondamental. Et ce qui était curieux, c'est qu'à l'époque, par exemple, de la conquête américaine, si nous regardons 1493, parce que la conquête va commencer non pas en 92, 92 c'était simplement un voyage, une expédition faite par Christophe Colomb, et qui va découvrir des terres qui pensaient que c'était l'Asie, etc. Il va se trouver par la suite, et que d'ailleurs, il est mort sans savoir qu'il avait découvert les Amériques. Ça, il faut le savoir. Il est mort en 1606 sans le savoir. C'est ça qui est impressionnant. Et il a cru qu'il était arrivé en Asie, quelque part du côté des Philippines actuelles, etc. C'est ça qu'il pensait. Mais le fait est que Christophe Colomb,
c'est avec le deuxième voyage que la conquête commence, parce que la donation est faite précisément entre-temps. Et d'ailleurs, par exemple, quelqu'un comme Jean-François, je n'arrive pas à trouver son nom immédiatement, mais je vais le trouver, et qui a écrit son texte sur les Ancas en 1777, il dit une chose: le crime le plus grand du pape Borgia a été la donation. Ce qui est tout à fait évident. Parce que c'est la donation qui va autoriser ça. Et qu'il faut savoir une chose, les rois espagnols n'ont pas demandé la donation. Ils ne s'imaginaient même pas que cette chose pouvait exister, qu'on pouvait faire une donation comme ça, etc. Quoique la première expérience s'était déjà passée, puisque Nicolas V donne l'Afrique noire au Portugal. Et en 1454, donne l'Afrique noire au Portugal, et avec l'essor d'été précis de soumettre ces gens-là à l'esclavage perpétuel. À l'esclavage perpétuel. Ce n'est pas une blague. Et en plus, de s'approprier tous ces biens, et que ces biens devront devenir au roi du Portugal. Et pour le cas de la donation donc, du pape Borgia, qui est ce qu'on appelle l'intercetera du 4 mai 1493 précisément. C'est-à-dire, lorsque Colomb retourne, immédiatement il fait la donation. Lorsqu'il a la nouvelle, immédiatement il fait la donation. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé, il n'a pas attendu à ce que le roi d'Espagne demande à ce qu'on lui donne ses terres, etc. Donc, de toute façon, il leur a donné ses terres. Et la donation était déjà faite, et c'est par la suite qu'il va y avoir la négociation du partage lors du traité de Tordesillas l'année suivante, en 1494. Mais le fait est qu'il est très important de comprendre une chose, parce que nous tournons toujours autour de cette histoire, de cet horreur qui se produit. Parce que dites-vous une chose, du point de vue de l'histoire humaine, il n'y a jamais eu quelque chose comme ça, c'est-à-dire des gens qui arrivent d'une part et qui exterminent toute la population des autres endroits où ils arrivent, etc. Nous prenons par exemple le cas de Shen He, l'amiral Shen He, que de 1405 à 1433, nous sommes dans le même siècle de Christophe Colomb, parce que Christophe Colomb va partir en 1492. Il fait 7 grandes expéditions vers l'Occident pour arriver du côté de l'Arabie. Il rentre dans la mer Rouge en plus, etc. Et après, il va visiter les pays de l'Afrique de l'Est. Il fait 7 grandes expéditions. Le bateau amiral de Shen He faisait 150 mètres de long et 50 de large. Le bateau, la Santa Maria de Christophe Colomb, faisait 24 mètres de long et 7 mètres de large. Ça n'a rien à voir. D'un côté, il y avait 90 personnes lors du premier voyage de Christophe Colomb, tandis que Shen He avait 30 000 personnes en moyenne dans chaque expédition. Et il fait 7 expéditions. Et pendant ces 7 expéditions, il ne provoque aucun dégât. Il n'y a pas eu de destruction. Et aucun dégât. Tandis que Christophe Colomb va provoquer un des effondrements démographiques les plus grands de l'histoire. Et si en plus on ajoute l'esclavage, ça donne des chiffres absolument affreux. Et parce que Shen He, comme l'indiquent tous les spécialistes de la Chine, l'indiquent très bien, qui avait un principe de tolérance dans la culture chinoise. En commençant, par exemple, Shen He était un musulman. Et tous les grands chefs étaient des musulmans, etc. Et de cette expédition. Et ils sont allés pour simplement se faire connaître, pour faire connaître la Chine comme le centre du monde. C'est pour ça qu'ils sont allés. Et pour amener, bien entendu, échanger des choses, etc., etc. Et après le troisième voyage, ils amènent une girafe en Chine, et les Chinois étaient absolument
stupéfait de voir cet animal et pensaient que c'était quelque chose de presque sacré, etc. C'était incroyable. Mais le fait est que les Chinois, il ne faut pas l'oublier, et le bouddhisme va chercher à imposer l'idée de la paix, de la tolérance. Et en plus, il y avait le principe de Confucius, selon lequel ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. Parce que d'un côté, l'absolu éthique, qui sont donc les principes de cadre référentiel. Parce que l'absolu éthique, ce n'est pas ce qu'on appelle Dieu, qu'on devrait appeler Dieu, etc. Et c'est les valeurs d'ordre absolu et les principes d'ordre universel. Dans les principes d'ordre universel rentre précisément ces principes de Confucius, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. En plus, il y a un autre principe qui fait partie de la tradition chinoise qui dit il est très important de connaître la culture des autres, mais il est injuste d'imposer sa culture aux autres. Donc, les Chinois n'ont pas essayé d'imposer la culture chinoise. Ils n'ont pas essayé de convertir qui que ce soit, etc. Ils n'ont provoqué aucun dégât. Il y a eu 7 grandes expéditions de 30 000 personnes en moyenne, donc de 70 grands bateaux qu'on appelle les bateaux de trésor, avec des flottilles très petites pour se déplacer, donc dans des endroits très précis, etc. Et ça n'a pas provoqué de dégâts. Comment se fait-il que Christophe Colomb a provoqué un dégât? Et c'est tout simplement parce qu'il y a eu la donation. Et c'est la donation, à partir du moment où il y a eu la donation, cette terre appartenait à l'Espagne, au roi d'Espagne. Et ces gens-là étaient dans une terre qui ne leur appartenait plus. C'est ça. Et en plus, bien entendu, il y a eu les désastres terribles qui a été les chocs bactériologiques. Parce que le choc bactériologique est une réalité. Que ça a été le résultat de quoi? Par exemple, dernièrement, Mengis, l'auteur de ce texte, sur 1421, les jours où les Chinois ont découvert, l'année où les Chinois ont découvert l'Amérique, c'est un texte très passionnant. Mais en tout état de cause, les Chinois n'ont pas jusqu'à présent accepté le fait que Shen He était dans les Amériques. N'ont pas accepté ça. C'est-à-dire pour eux, Shen He qui allait justement en Afrique de l'Est, et puis il est revenu, et puis donc il est mort en 1433, et les expéditions s'arrêtent, et c'est tout. Et la Chine donc rentre en elle-même, se ferme sur elle-même. Pourquoi? Parce qu'il y avait les problèmes des Mongols. Il y avait les problèmes des Mongols, et que de toute façon, il fallait mobiliser de l'argent pour continuer à construire la Grande Muraille, etc. Et c'est la raison pour laquelle donc, la Chine va se fermer sur elle-même et ne va pas chercher à maintenir les contacts avec les autres. Les contacts vont se faire spontanément, etc. Mais aller expressément pour dire, voilà, nous sommes les centres du monde, etc. Venez nous voir. Et ça n'avait pas de sens. Donc, à un moment donné, il fallait arrêter simplement qu'ils ont commis une erreur absolument incroyable, c'est qu'ils ont détruit tous les textes des expéditions, de cette grande expédition de Shen He. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire quantité de choses autour. Les textes, par exemple, il y avait un historien avec Shen He dans ces expéditions qui notait tout. Et tout ça, ça a été détruit. Il restait très peu de choses. Bien entendu, on essaye de reconstituer tout ça, mais le fait est que les textes de base ont été détruits. Donc, le problème, c'est la donation. À partir du moment où il y a eu la donation, et qu'en plus, il y a eu les chocs bactériologiques, c'est une réalité. Il ne faut pas oublier, par exemple, que moins d'un siècle après la conquête, le début de la conquête qui commence en 1493, comme je l'ai déjà indiqué, va rester dans le continent 4% de la population et dans les Antilles 0%. Or, dans les Antilles, vous savez par exemple le cas de l'Espagnola, par exemple l'école de Berkeley parle de 7 millions de personnes dans l'île de l'Espagnola, c'est-à-dire ce qui est actuellement Saint-Domingue et Haïti.
Par exemple, Las Casas parlait de 3 millions, Chonu dit 5. Admettons que l'idée de Chonu serait la plus exacte, la plus conforme à la réalité, etc. Mais 5 millions de personnes ont disparu en 25 ans. Ont disparu en très peu de temps, pour l'essentiel. C'est le choc bactériologique. Il ne faut pas oublier, par exemple, que les Vikings avaient provoqué déjà les chocs bactériologiques en Groenland. Lorsque les Vikings sont arrivés en Groenland en 982, ils ont provoqué les chocs bactériologiques. La population donc esquimaux a disparu de la Groenland. Et puis vers 1250, il y aura une nouvelle arrivée d'Esquimaux qui sont restés dans le nord. Et ils n'ont pas descendu, avaient la possibilité de descendre et voir donc dans l'extrême sud de la Groenland, là où se trouvaient les Vikings. Mais il se passe quelque chose, on n'arrive pas à les comprendre pourquoi ils n'ont pas descendu. Bien entendu, les Vikings n'avaient pas la possibilité d'aller les voir, parce qu'ils sont tous amenés des vaches, des cochons, des chèvres et tout, mais ils sont oubliés d'amener une chose, c'est le cheval d'Islande, qui est le seul animal capable de marcher sur la neige. Le seul cheval, et qui aurait pu les amener, parce que les Esquimaux avaient des chiens et des traîneaux, et ça c'était facile pour se déplacer. Tandis que les Vikings ne pouvaient pas aller les voir, parce que s'ils avaient été les voir, ils auraient provoqué les chocs bactériologiques. Regardez par exemple les cas de l'île de Pâques. L'île de Pâques, il y a eu Verhoeven qui est arrivé en 1722. Verhoeven n'a pas provoqué aucun dégât. Il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a eu rien. Ils se sont fait voler des choses, etc. Ça n'a pas d'importance. Bien entendu, ils ont passé une semaine à coucher avec les femmes, etc., etc. Et tout de suite après, il y a eu le choc bactériologique qui s'est produit, qui va faire, par exemple, que lorsque Cook va passer en 1774, il va constater le fait que les sculptures étaient par terre et que le poids démographique avait diminué d'une façon absolument impressionnante par rapport à ce qui avait été dit par l'expédition de l'Hollandais en question, de Verhoeven. Bon, le fait est que ça soit, par exemple, dans le cas des îles d'Honolulu, etc., c'est la même chose avec Cook. Cook arrive, ne provoque aucun dégât, mais par contre, la quantité de morts à cause du choc bactériologique, qui a été d'ailleurs développé par David Stannard, donc avant l'horreur, dans son texte Before the Horror, avant l'horreur, qui est un texte où il essaie de montrer qu'il y a eu un effondrement démographique absolument impressionnant qui s'est produit pendant un siècle. Mais le fait est que si on regarde les cas des Amériques, les Américains, on donne actuellement quelle est la population, quel est le poids démographique qui donne l'école de Berkeley, etc. Que Chonu est d'accord. Chonu n'est pas d'accord uniquement avec la quantité de gens qui devaient exister donc dans l'île de l'Espagnola, Saint-Domingue et Haïti actuellement. Si on regarde, l'école de Berkeley donne actuellement 100 millions pour l'Amérique latine, 20 millions pour l'Amérique du Nord, pour l'Amérique anglo-saxonne. Utilisons les termes comme ça. Et le fait est que, par exemple, donc, dans les Antilles, la population disparaît entièrement. Et il y a eu en plus, par exemple, dans le cas du Brésil, il y a eu le cas de Vespucci qui descendent à partir de 1500, ils descendent le long du Brésil, et c'est comme ça qu'il va découvrir qu'il s'agit d'un continent. Mais il s'arrête et il va découvrir une chose, c'est que le poids démographique du Brésil était aussi important que le poids démographique dans les Antilles, et que le poids démographique des Antilles était considérable. Et lorsque les Portugais vont arriver à commencer la colonisation en 1532, il n'y avait presque plus d'Indiens dans le Brésil. Donc les chocs bactériologiques étaient déjà passés. D'ailleurs, les chocs bactériologiques, il ne faut pas l'oublier, que par exemple, ça arrive dans les continents
à partir de 1520, septembre-octobre 1620. Et ça arrive aux Ancas. Le grand Anka, le dernier grand Anka réel, Huayna Capac, meurt précisément du choc bactériologique. Vous voyez, c'est-à-dire, ça, c'était une réalité. Maintenant, pourquoi il y a eu des chocs bactériologiques? Est-ce que c'était quelque chose qui était propre aux populations européennes? Parce qu'il n'y a pas de choc bactériologique en Afrique. Ou c'était quelque chose qui était propre uniquement à ces populations européennes? On ne sait pas. En tout cas, il est tout à fait évident que normalement, on avait un mouvement de maladies qui s'est passé dans les 3 continents, Europe, Asie, Afrique. Et ça circulait, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de choc bactériologique en Afrique. Tandis qu'il y a eu en Amérique, et les chocs bactériologiques s'est passé en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Et dans les îles du Pacifique. Exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu donc ces phénomènes de choc bactériologique qui est quelque chose de très important sur lequel on ne peut pas comprendre l'effondrement démographique. Par exemple, le premier choc bactériologique qui s'est produit au Mexique avant la conquête que Cortés arrive à conquérir donc la ville de Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque de l'époque, qui avait 750 000 habitants, qui était la 3e ville la plus peuplée du monde de l'époque. À l'époque, Paris avait 100 000 habitants, et Barcelone avait 45 000 habitants, et Séville avait 40 000 habitants, etc. Et Lisbonne avait 50 000 habitants. Pour vous dire, donc, c'est-à-dire que le premier choc bactériologique qui s'est produit, dans le cas du Mexique, les conquistadors eux-mêmes le constatent, c'est un effondrement de l'ordre de 50% de la population qui s'est produit en 2 mois. En 2 mois. Ça a été quelque chose, donc bien entendu, ça va balayer tous les continents et ça va toucher donc les Esquimaux, etc., etc. par la suite. À telle enseigne, par exemple, qu'en 1800, le poids démographique de l'Amérique latine, là, concrètement, était en train de se refaire. En 1800, l'Amérique latine a 18 millions d'habitants. Elle avait 100 millions. Bien entendu, donc à ça, il faudrait ajouter en plus le problème de l'esclavage. Le problème de l'esclavage qui n'est pas simplement chrétien, qui a été musulman aussi, et que le commerce fait par les musulmans a été beaucoup plus important, a duré beaucoup plus de temps, a duré 13 siècles. Tandis que le commerce qui a été pratiqué par le monde chrétien, par les Portugais essentiellement, au début bien entendu, ce commerce était de l'ordre a duré 4 siècles et demi. C'est quelque chose, tandis que dans le cas de l'Afrique noire, donc du monde musulman en tout cas, ça a duré 13 siècles. Ça a été quelque chose d'absolument terrible. Et bien entendu, l'importance de la destruction, la quantité de morts, etc., ça a été quelque chose d'énorme, d'un côté et de l'autre. Parce que dans le cas du monde chrétien, qu'est-ce qu'on faisait? Et dans les bateaux, on les jetait de la mer à partir du moment où les types faisaient la gueule, ou par exemple qui étaient un peu malades, ou qui n'avaient pas envie de manger, etc. On les jetait à la mer. Et donc, la quantité de gens jetés à la mer était de l'ordre de 50% en moyenne. Ça a été quelque chose d'absolument terrible, ces problèmes-là. C'est ça, il faut les comprendre. C'est-à-dire que normalement, vous vous imaginez qu'avant d'arriver aux côtes, ils vidaient les cales des malades. Parce qu'on ne pouvait pas descendre un malade, parce qu'un malade, ça ne se vendait pas. Ça ne pouvait pas se vendre. D'autant plus qu'il fallait commencer par payer l'impôt, qui était l'impôt pour l'esclavage, qui était d'un tiers. Bon, et le fait est, je vois que le temps passe, et que donc ça fait partie de ces textes. J'en parle, donc on passe d'une chose à une autre, etc. Et bien entendu, il y a une partie très importante que je vais essayer de vous résumer, qui est le problème de la monnaie. Parce que la monnaie, au fur et à mesure de la réflexion sur le problème de la monnaie, je me suis rendu compte qu'en réalité, donc parce qu'Aristote a une place très importante. Parce qu'Aristote nous dit une chose, non seulement que la monnaie s'appelle en grec nomisma, mais sinon il nous dit que la monnaie est un produit du droit et que si l'État
peut produire du droit, il peut produire de la monnaie. Il peut et doit produire de la monnaie. Ce qui veut dire que la monnaie qui existait à l'époque, qui était l'or et l'argent, ce n'était pas de la monnaie. Et l'or n'a jamais été considéré comme de la monnaie. Ce qui était considéré comme de la monnaie, c'était l'argent qui circulait au niveau interne. L'or circulait au niveau international. Et l'argent s'échangeait non pas selon donc une monnaie, mais selon son poids. Donc, c'est pour ça qu'Aristote utilise le terme de métamonnaie. Métamonnaie. Et donc, chaque pays devait produire sa propre monnaie. C'est-à-dire qu'il était pour le principe de la souveraineté monétaire. Quelque chose d'incroyable. Et la souveraineté monétaire va se produire à partir de 1931 en Angleterre, lorsque l'Angleterre se retire de l'étalon or. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus de réserves. Elle doit se retirer. Elle va commencer donc à produire de la monnaie à partir de sa propre autorité, donc sous sa responsabilité, etc. Et c'est comme ça qu'il va commencer donc le phénomène de la souveraineté monétaire et que chaque pays produit sa propre monnaie. Parce qu'avant, la production monétaire, c'est-à-dire de 1818 jusqu'à 1831, disons, et la production monétaire était déterminée par la quantité d'or en réserve. C'est-à-dire que c'était l'or qui garantissait. Parce que le problème, c'est que les Anglais vont passer, à partir de 1818, ils vont passer du bimétallisme au monométallisme. C'est-à-dire que l'argent métal va être démonétisé. Donc, on va retirer un tiers de la base monétaire internationale, on va le retirer de la circulation pendant tout le 19e siècle, et c'est ça qui va provoquer ces contractions économiques, ces crises de surproduction, parce que la surproduction était le résultat de la rareté monétaire, parce qu'on va retirer un tiers de la circulation. Et le problème, c'est que l'Angleterre ne l'a pas fait par mauvaise volonté. Le fait de passer du bimétallisme au monométallisme, c'est tout simplement que l'Angleterre avait trop d'or. Pourquoi? Parce qu'elle était la première puissance économique du monde, la première société à connaître la révolution industrielle, et donc elle va s'imposer elle-même le fait que l'or devait servir non seulement pour garantir les échanges au niveau international, comme c'était dans la tradition, dans l'étalon or traditionnel, mais aussi pour garantir la quantité de monnaie, de papier-monnaie en circulation. Or, l'or ne peut pas jouer les deux rôles à la fois. C'est ça tout le problème. Historiquement, c'était ça. Donc, normalement, on aurait dû passer à l'époque au règne du papier-monnaie, c'est-à-dire au principe de la souveraineté monétaire et garder l'or comme instrument des échanges au niveau international. Ça aurait empêché les crises de surproduction. Parce qu'il faut dire une chose. Les premiers qui voient les phénomènes de crise de surproduction, de crise internationale, parce qu'à l'époque, avant cette période, je vais la dire précisément, mais avant cette période, les crises étaient nationales. Il y avait la crise, par exemple, en Espagne pour telle ou telle chose, la crise des tulipes en Hollande, etc., etc. Il y a eu des crises dans différents endroits. Mais il n'y avait pas de crise globale, de crise internationale, qui est ce que nous connaissons depuis 1825. Et le premier à le voir, c'est Marx. Ce qui était curieux. Simplement que Marx va interpréter, justement, et ces phénomènes de cycles de crise, qui étaient des crises de l'ordre de 11 ans, il y avait 9 ans de croissance et 2 ans de récession, c'était à peu près ça. Et qui va commencer en 1825, et c'est la première crise de surproduction, c'est le premier qui le constate. Comment? Ah oui, oui, il va falloir, effectivement. Alors, je disais que ces crises de surproduction, on aurait dû l'éviter, et on aurait dû passer donc au règne de l'étalon or, que maintenant, c'est maintenant
que nous sommes obligés de passer au règne de l'éternel or et de faire en sorte que chaque pays puisse produire sa propre monnaie. Donc, affirmer le principe de la souveraineté monétaire selon l'idée aristotélicienne. Voilà, merci beaucoup.